Comment un homme peut-il transformer la plus grande douleur de sa vie en vers qui émeuvent encore des millions de personnes, près de 2 siècles plus tard? Voici l'histoire de Victor Hugo et de la perte qui marqua à jamais le destin de son âme. Paris, 1843. Victor Hugo est au sommet de sa gloire. À 41 ans, il règne sur la littérature française comme un géant incontestable. Notre-Dame de Paris a fait de lui une célébrité internationale. Ses pièces de théâtre révolutionnent la scène parisienne et sa voix politique résonne dans les salons les plus influents de la capitale. Mais derrière cette façade triomphante se cache un père de famille dévoué, un homme dont le cœur bat au rythme de l'amour qu'il porte à ses enfants. Parmi eux, une jeune femme illumine particulièrement sa vie, Léopoldine. Sa fille aînée, âgée de 19 ans, est le rayon de soleil de son existence. Intelligente, sensible, passionnée de littérature comme son père, elle partage avec lui une complicité unique. Hugo la surnomme tendrement Didine. Dans ses lettres, il écrit d'elle qu'elle « la lumière de ma maison, l'étoile de mon foyer ». Cette relation fusionnelle entre le père et la fille transcende les conventions de l'époque. Hugo voit en Léopoldine non seulement sa descendante, mais son égale intellectuelle, sa confidente, son inspiration quotidienne. Léopoldine vient tout juste de se marier avec Charles Vacry, un jeune homme charmant issu d'une famille aisée du Havre. Le mariage, célébré quelques mois plus tôt, avait comblé Hugo de joie. Voir sa fille heureuse, épanouie, prête à construire sa propre famille, représentait pour lui l'aboutissement de ses espoirs paternels. Les jeunes époux s'installent en Normandie, près de la famille de Charles, et Hugo, malgré la distance, maintient avec sa fille une correspondance assidue, empreinte de tendresse et de complicité. En ce début septembre 1843, Hugo se trouve en voyage dans les Pyrénées avec sa maîtresse Juliette Drouet. Ce voyage, il l'avait planifié comme une échappée romantique, loin des contraintes parisiennes, des obligations sociales et des turbulences politiques. Mais même dans ces moments d'évasion, ses pensées se tournent régulièrement vers Léopoldine. Il lui écrit, lui raconte ses découvertes, partage avec elle les paysages grandioses qu'il traverse. Dans ses dernières lettres, transpire cette sérénité particulière d'un homme comblé par la vie, qui savoure chaque instant de bonheur familial. Le 4 septembre 1843 marque un tournant tragique dans cette existence dorée. Ce jour-là, Léopoldine et Charles décident de faire une promenade en bateau sur la Seine, près de Villequier. La journée est belle, le fleuve semble paisible. Le couple embarque avec 2 autres personnes sur une petite embarcation, pour ce qui devait être une sortie sans histoire, un moment de détente au bord de l'eau. Mais le destin en décide autrement. Vers 4 heures de l'après-midi, une rafale de vent soudaine fait chavirer le bateau. Léopoldine, alourdie par ses vêtements d'époque, coule rapidement. Charles, désespéré, tente de la sauver mais ne sait pas bien nager. Sous les yeux horrifiés des témoins, le jeune couple disparaît dans les eaux sombres de la Seine. Leurs corps ne seront retrouvés que quelques heures plus tard, enlacés dans la mort comme ils l'étaient dans la vie. Cette image tragique restera gravée pour l'éternité dans la mémoire collective et hantera Victor Hugo jusqu'à ses derniers jours. Pendant ce temps, dans les Pyrénées, Hugo poursuit son voyage en toute insouciance. Il admire les sommets, compose des vers, savoure sa liberté temporaire. Rien ne lui laisse pressentir le drame qui vient de frapper sa famille. Aucun pressentiment, aucun signe avant-coureur ne trouble sa quiétude. Il continue d'écrire à Léopoldine, imaginant qu'elle reçoit ses lettres dans sa maison normande, qu'elle sourit en lisant ses descriptions pittoresques des montagnes. Ce n'est que plusieurs jours plus tard, en arrivant dans une auberge, que Hugo découvre la vérité dans un journal local. Un titre lapidaire annonce la tragédie. Naufrage à Villequier, mort de Madame Charles Vacry et de son époux. Ces quelques mots vont bouleverser à jamais l'existence du grand écrivain. La nouvelle le frappe comme un coup de massue. L'homme qui avait l'habitude de manier les mots avec une élégance souveraine se retrouve soudain privé de parole, anéanti par une douleur qu'aucun vocabulaire ne saurait exprimer. Le retour à Paris se transforme en calvaire. Hugo, l'homme public habitué aux honneurs et aux acclamations, traverse la capitale comme un fantôme. Sa douleur est si visible, si palpable, qu'elle impressionne tous ceux qui le croisent. Ses amis, ses collègues, ses admirateurs découvrent un Victor Hugo méconnaissable, ravagé par un chagrin qui dépasse l'entendement. L'écrivain qui excellait dans l'art de traduire tous les sentiments humains se trouve désarmé face à sa propre souffrance. Les obsèques de Léopoldine et Charles se déroulent à Villequier,
dans une atmosphère de désolation absolue. Hugo, effondré, peine à tenir debout devant la tombe de sa fille. Cet homme qui avait chanté toutes les passions, qui avait exploré tous les recoins de l'âme humaine, découvre une émotion nouvelle et terrible, le désespoir absolu d'un père face à la mort de son enfant. Cette douleur, plus puissante que tout ce qu'il avait pu imaginer dans ses œuvres les plus sombres, va le transformer à jamais. À partir de ce jour tragique, Victor Hugo entre dans une période de silence créatif qui durera plusieurs années. Lui qui écrivait avec une facilité prodigieuse, qui noircissait des pages entières chaque jour, se retrouve incapable d'aligner 3 mots. Sa plume, jadis si prolifique, semble avoir séché. Les éditeurs attendent, les lecteurs s'impatientent, mais Hugo demeure muré dans son mutisme. Cette absence d'écriture n'est pas un choix artistique, mais une nécessité vitale. Comment exprimer l'inexprimable? Comment traduire en mots une souffrance qui dépasse les limites du langage humain? Dans ses carnets personnels, Hugo griffonne parfois quelques lignes éparses, des fragments de pensée qui témoignent de son état d'esprit. Le silence est la seule chose qui convienne à certaines douleurs, écrit-il. Ou encore, il y a des chagrins si grands qu'ils rendent muets. Ces notes, retrouvées après sa mort, révèlent l'ampleur de sa souffrance et l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exprimer publiquement sa peine. Ses proches s'inquiètent de cette métamorphose. Adèle, son épouse, le voit dépérir jour après jour. Ses autres enfants tentent de le consoler, mais Hugo semble inaccessible à toute forme de réconfort. Il passe des heures à contempler le portrait de Léopoldine, relit compulsivement ses dernières lettres, s'enferme dans un dialogue silencieux avec la morte. Cette période de deuil intense, quasi pathologique, inquiète son entourage médical et littéraire. Pourtant, lentement, imperceptiblement, quelque chose commence à germer dans l'esprit meurtri de l'écrivain. La douleur, après avoir tout détruit sur son passage, commence à se muer en une force créatrice d'un genre nouveau. Hugo comprend progressivement que son silence n'est peut-être pas définitif, mais nécessaire. Il s'agit d'une gestation douloureuse, d'une préparation inconsciente à une forme d'expression inédite. 4 années s'écoulent ainsi. 4 années pendant lesquelles Hugo apprend à vivre avec l'absence, à apprivoiser sa douleur, à lui donner peu à peu une forme acceptable. En 1847, quelque chose se débloque enfin. Un matin, il se réveille avec des mots qui dansent dans sa tête, des vers qui s'assemblent naturellement, une mélodie poétique qui exprime enfin ce qu'il ressent depuis si longtemps. Ces mots, il les couche sur le papier avec une émotion intense, comme s'il retrouvait l'usage de la parole après des années de mutisme. Le poème qui naît sous sa plume s'intitule « Demain, dès l'aube ». 13 vers seulement, d'une simplicité déconcertante, mais d'une puissance émotionnelle foudroyante. Pas de grandes envolées lyriques, pas de métaphores complexes, pas d'effet de style. Juste les mots les plus simples pour exprimer l'amour le plus pur. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. En j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Oh, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Ces premiers vers établissent d'emblée le ton du poème, celui d'un dialogue intime entre un père et sa fille disparue. Hugo s'adresse directement à Léopoldine, comme s'il lui parlait face à face. Cette apostrophe directe, vois-tu, crée immédiatement une complicité bouleversante entre le lecteur et le poète. Nous devenons témoins de cet échange secret, de cette conversation impossible mais nécessaire. Le poème se poursuit sur le même registre de simplicité trompeuse. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Hugo décrit sa marche vers le cimetière de Villequier avec une précision quasi photographique. Chaque détail compte, les yeux fixés sur les pensées intérieures, l'indifférence au monde extérieur, la posture corporelle qui traduit l'accablement. Cette description physique de la douleur donne au poème une dimension charnelle saisissante. Les vers suivants révèlent progressivement la nature du voyage entrepris. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. La chute du poème, avec l'évocation de la tombe et du bouquet, révèle enfin la destination de cette marche mystérieuse. Le lecteur comprend alors rétrospectivement que tout le poème décrit un pèlerinage funéraire, une visite d'amour et de recueillement. La force de ce poème réside dans sa construction remarquable.
Hugo ne révèle qu'au dernier moment la nature exacte de son voyage, créant ainsi un effet de suspense et de révélation qui décuple l'émotion. Le lecteur accompagne le poète dans sa marche sans savoir exactement où elle mène, partageant ainsi son état d'esprit recueilli et méditatif. Cette technique narrative, d'une modernité surprenante, fait de « Demain » dès l'aube un chef-d'œuvre de concision et d'efficacité dramatique. Le choix des mots révèle également le génie hugolien. Chaque terme est pesé, chaque adjectif justifié. Le « ouvert » et la « bruyère en fleurs » ne sont pas des ornements poétiques gratuits. Ils évoquent la persistance de la vie au cœur de la mort, la beauté qui renaît malgré la destruction. Ces fleurs simples, communes en Normandie, ancrent le poème dans une réalité géographique précise tout en lui conférant une dimension symbolique universelle. La publication de ce poème, intégré plus tard dans le recueil « Les Contemplations », marque la renaissance littéraire de Victor Hugo. Après des années de silence, l'écrivain retrouve sa voix, mais une voix transformée par l'épreuve. Sa poésie gagne en profondeur, en authenticité, en émotion pure. La douleur, au lieu de le détruire définitivement, l'a métamorphosé en artiste encore plus grand, capable d'exprimer les sentiments les plus universels avec une simplicité confondante. Demain, dès l'aube, devient rapidement l'un des poèmes les plus populaires de la littérature française. Sa mémorisation est quasi obligatoire dans les écoles. Ces vers résonnent dans la mémoire collective comme un témoignage intemporel de l'amour paternel et de la douleur du deuil. Génération après génération, les lecteurs découvrent dans ce court poème un concentré d'émotions humaines qui traverse les siècles sans prendre une ride. L'universalité de ce texte tient à sa capacité extraordinaire à transformer une expérience intime en vérité générale. La perte de Léopoldine, tragédie personnelle de Victor Hugo, devient par la magie de la poésie le symbole de toutes les pertes, de tous les deuils, de tous les amours brisés. Chaque lecteur peut y reconnaître sa propre douleur, y puiser consolation et compréhension. Cette alchimie mystérieuse qui transforme le particulier en universel constitue l'essence même du génie poétique. Hugo lui-même semble avoir pris conscience de cette dimension universelle de son œuvre. Dans ses écrits ultérieurs, il évoque souvent cette capacité de l'art à transcender la souffrance individuelle pour créer de la beauté partageable. « Il faut que la douleur soit féconde », écrit-il dans ses carnets. Cette phrase résume parfaitement sa conception de la création artistique. Non pas l'art pour l'art, mais l'art comme transformation créatrice de l'expérience humaine. Aujourd'hui encore, près de 2 siècles après sa composition, Demain, dès l'aube, continue d'émouvoir les lecteurs du monde entier. Le poème a été traduit dans des dizaines de langues, étudié dans les universités, récité dans les cérémonies d'hommage. Il fait partie de ces œuvres rares qui transcendent leur époque pour devenir patrimoine de l'humanité. Sa force émotionnelle demeure intacte, sa modernité surprenante. Cette pérennité exceptionnelle s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la simplicité apparente du texte le rend accessible à tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, des plus cultivés aux plus modestes. Ensuite, son thème central, l'amour d'un père pour sa fille disparue, touche à l'une des expériences humaines les plus fondamentales. Enfin, sa construction parfaite, son rythme musical, sa mélodie verbale en font un objet artistique d'une rare perfection formelle. L'influence de ce poème sur la littérature française et mondiale ne peut être sous-estimée. De nombreux écrivains ont reconnu leur dette envers ce texte fondateur. Sa technique narrative, son dépouillement stylistique, sa capacité à créer l'émotion par l'économie de moyens ont inspiré des générations d'auteurs. Demain, dès l'aube, constitue ainsi une matrice poétique dont l'héritage se perpétue encore aujourd'hui. Victor Hugo nous a montré, à travers cette œuvre emblématique, que même dans l'obscurité la plus profonde, le mot peut être lumière. Sa douleur personnelle, au lieu de le détruire, s'est muée en beauté éternelle. Cette transformation miraculeuse de la souffrance en art constitue peut-être l'une des plus belles preuves de la grandeur de l'esprit humain. Léopoldine, morte à 19 ans dans les eaux de la Seine, continue de vivre à travers les vers immortels de son père. L'amour paternel a vaincu la mort par la grâce de la poésie, offrant à l'humanité entière un témoignage bouleversant de notre capacité à créer du beau à partir du plus terrible. Voilà le véritable miracle de la littérature, transformer nos larmes en étoiles, nos chagrins en chants, notre mortalité en éternité.